Bonsoir Quentin. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Et on commence donc par ce vote à l'ONU qui marque, allez, un revirement, on va le voir, en tout cas une petite inflexion de la position chinoise. Oui, cette résolution de l'ONU, la voici. Son nom, coopération entre l'Organisation des Nations Unies et le Conseil de l'Europe, 11 pages qui visent à renforcer les travaux communs entre les deux organisations internationales. Le texte a été largement adopté par les Nations Unies, 122 votes pour, vous le voyez. Cela veut dire que ces pays valident l'entièreté du texte. Et lorsqu'on se penche sur ces 11 pages, une petite phrase nous a interpellés. Elle se trouve en deuxième page, au paragraphe 9. Il est inscrit noir sur blanc que l'ONU et le Conseil de l'Europe doivent coopérer davantage à la suite de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et contre la Géorgie auparavant. Et un peu plus loin, pour maintenir la paix et la sécurité fondées sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Vous avez bien lu, agression de la Russie contre l'Ukraine, respecter l'intégrité territoriale et regardez le résultat des votes. La Chine a voté pour ce texte. Le pays reconnaît donc officiellement pour la première fois le terme d'agression russe en Ukraine. Auparavant, elle s'était toujours abstenue de le dire, que ce soit dans les votes à l'ONU ou bien dans les déclarations diplomatiques. Alors attention, ça ne veut pas dire que Pékin condamne la Russie. D'ailleurs, ce n'était pas du tout le sujet du texte. Mais il faut rappeler aussi que quelques minutes auparavant, la Chine avait tenté de faire retirer ce paragraphe 9 de ce texte. Elle n'y est pas parvenue. Cela veut donc dire que la chancellerie à Pékin savait exactement ce qu'elle votait. C'est donc un changement de ton. On note également que ce n'est pas le seul pays qui a voté pour. L'Inde également, qui s'est toujours abstenue de condamner la Russie, en tous les cas de parler sur l'agression russe, elle aussi a voté pour le texte. La Chine, l'Inde, évidemment, fondamentaux dans les BRICS. Est-ce que ça signifie qu'ils prennent leur distance de la Russie, avec la Russie de Vladimir Poutine ? Parce que c'est important, ces pays se renforcent en ce moment. Oui, aujourd'hui les BRICS, ce sont 5 pays, un acronyme. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. 5 pays qui coopèrent économiquement et stratégiquement grâce à des partenariats depuis le début des années 2000. Aujourd'hui, sous l'impulsion de la Chine, les BRICS représentent, regardez, 31,5% du PIB mondial. C'est plus puissant que le G7, les 5 plus grandes puissances historiques qui représentent 30,7% du PIB international. Aujourd'hui, les BRICS attirent et de nombreux pays veulent rejoindre la coopération qui ne dépend pas des États-Unis. Selon le ministère sud-africain des Affaires étrangères, 13 pays aujourd'hui ont officiellement demandé leur adhésion, notamment l'Argentine, le Mexique, l'Iran, l'Algérie et l'Arabie saoudite. Plusieurs pays préfèrent rester confidentiels. L'Égypte et le Nigeria également ont demandé officiellement leur adhésion. Et la coopération va même plus loin en indiquant que 6 autres pays ont exprimé leur intérêt sans demander officiellement leur adhésion. Cela ferait donc 19 pays supplémentaires qui rejoindraient les BRICS, 19 pays de plus. Cela pourrait réduire l'influence dans la Russie, qui était un des leaders des BRICS. Alors, autre élément important qui montre peut-être l'affaiblissement de la Russie dans le groupe, c'est l'embarras, pour le moins, de l'Afrique du Sud à propos de l'hypothétique venue de Vladimir Poutine au sommet annuel des BRICS en août. Oui, selon le Sunday Times, l'un des plus grands quotidiens sud-africains, le gouvernement d'Afrique du Sud négocie en ce moment avec Vladimir Poutine pour le dissuader de venir en Afrique du Sud au sommet fin août. Le sommet est prévu à Durban. La raison, le mandat d'arrêt délivré il y a près de 2 mois par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. L'Afrique du Sud est signataire du statut de Rome, celle qui reconnaît la Cour pénale internationale. L'Afrique du Sud aurait alors obligation d'arrêter sur son sol Vladimir Poutine. Nous n'avons pas le choix de ne pas arrêter Vladimir Poutine. S'il vient ici, nous serons obligés de le détenir, déclare une source diplomatique sud-africaine au journal Sunday Times. Alors l'Afrique du Sud ira-t-elle jusqu'à interdire Vladimir Poutine d'atterrir sur son sol ? Rien n'est moins sûr, mais cela sera en tout cas une première si Vladimir Poutine ne participait pas au sommet en août prochain. Merci Quentin. Vous restez dans les parages parce que vous allez revenir nous parler de sport dans cette dimension évidemment géopolitique dans un instant. Joséphine Staron, on va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, ce vote de l'ONU, très bien expliqué par Quentin Bérichel. Pékin ne pouvait pas ignorer ce
tout petit paragraphe, ce tout petit appendice, mais qui est un paragraphe important. Effectivement, alors il ne faut pas surestimer le vote, parce qu'effectivement il s'agit d'une petite phrase qui ne condamne pas, il faut bien le signaler, mais quand même il y a... Mais les mots sont les posés. mots sont clairs, on parle d'agression et d'intégrité territoriale. Rappelons quand même que lorsque la Chine avait présenté son plan de paix, qui n'en était pas vraiment un, mais en tout cas ce texte avec plusieurs points, elle parlait de l'importance de l'intégrité territoriale et de la paix. Donc il y a un petit pas supplémentaire qui a été fait aujourd'hui, c'est pas non plus un pas de géant. Mais c'est à mettre en relief avec le coup de téléphone il y a quelques jours ou quelques semaines avec Volodymyr Zelensky, qui a surpris tout le monde, et Xi Jinping, qui a surpris tout le monde, notamment Vladimir Poutine, qui ne pouvait pas forcément s'en réjouir, mais qui montre que la Chine, qui s'est toujours voulue, depuis le début du conflit, neutre ou médiatrice, on va dire, eh bien là, prend un peu plus son rôle au sérieux, ou en tout cas fait mine de le prendre au sérieux en donnant des gages aux deux parties. Et là, on peut voir ce vote comme une forme de résignation de la Chine à être davantage dans la neutralité. Mais bien sûr, derrière, il y a beaucoup d'intérêts géopolitiques pour la Chine, économiques. Bien sûr, et on peut le prendre en creux. D'ailleurs, on va revoir le tableau du vote Vera Gantseva, parce qu'il est instructif à plus d'un titre. La Chine a voté, ça on l'a bien compris. L'Inde aussi. Mais regardez le tableau, parce qu'il y a quelques pays qui n'ont pas voté, et ce sont les pays d'ailleurs classiques. La Biélorussie, bien entendu. La Corée du Nord, bien entendu, la Russie elle-même, bien entendu, et puis, vous le voyez, la Syrie et le Nicaragua. Ça n'est donc pas un hasard, c'était pas un vote qui devait se terminer par un vote à l'unanimité. Oui, bien sûr, ces pays-là, ça fait déjà longtemps. À Nicaragua, je me rappelle en 2009, quand les régions de Prasie et de Cité du Sud se sont séparées de la Géorgie après la guerre entre la Russie et la Géorgie. Nicaragua aussi a reconnu l'indépendance de la Prasie. Donc ça dure déjà assez longtemps. Mais qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça donne vraiment une vision de la Russie qui a des alliés? Et même en Russie, à l'intérieur, il y a les débats. Je vois les Russes sur les réseaux sociaux qui se demandent qui sont nos alliés. C'est la Corée du Nord, c'est un pays avec qui on peut être allié, ou Nicaragua. Bon, la majorité des Russes, à mon avis, croient que c'est en Afrique. Ils savent pas où c'est, en fait. C'est trop loin. Et ça, quand même, ils sont très occidentalisés. Ils se pensent dans l'Europe. Et pour eux, c'est important comment les États-Unis le voient, comment l'Europe le voit. Donc, même s'il y a les pays, effectivement, qui sont un peu comme Corée du Nord, par ailleurs, quand même, ça ne donne pas ce qu'il veut Poutine. Il veut les alliés, il veut pas être vu comme isolé. Finalement, il est isolé. Alors, un petit mot, et on va parler de l'importance et du succès actuel des BRICS. Mélina Huette, un petit mot de l'Afrique du Sud, parce que c'est à Durban que ça va se passer au mois d'août. Ils sont bien sûr gênés aux entournures, ils sont signataires des accords de Rome. Ils n'ont pas voulu en sortir ces derniers temps, ce qui veut dire qu'ils sont censés arrêter Vladimir Poutine s'il met un pied sur le tarmac. À quoi on assiste là ? Ils n'ont pas voulu, mais Ramaphosa a quand même fait une déclaration. Il a rétro-pédalé il y a pas plus tard qu'il y a 10 jours en disant... Le président sud-africain en disant on va peut-être sortir de la CPI parce que on n'aime pas trop les méthodes et puis au final, oulala, non, c'était une erreur de communication. C'est ça. Donc, à la fin, ils ne le font pas. À la fin, on ne le fait pas, mais c'est à la mesure en fait de la situation et des relations complexes avec la Russie et depuis très longtemps. Il faut savoir que les soviétiques ont été un appui certain sous l'apartheid, que l'ANC, c'est le parti majoritaire, il n'y a quasiment aucun multipartisme en Afrique du Sud. Et donc tout ce qui a pu aider l'ANC à obtenir l'état démocratique dans lequel il est actuellement sur le papier, eh bien aujourd'hui, il y a une volonté de conserver cette alliance avec les Russes. Et en même temps, besoin du soutien économique des Occidentaux, l'Europe, mais les États-Unis aussi. Mais bon, on n'a pas envie de griller ses cartouches avec la Russie. Ils ont fait partie des 32 pays qui se sont abstenus encore le 23 février dernier dans une résolution de l'ONU qui visait à demander à ce que les Russes partent de l'Ukraine. Donc ils jouent sur deux tableaux en permanence. Alors chacun joue sa partition. Emmanuel Véron, vous connaissez par cœur la Chine, qui est évidemment le point central de ces BRICS. Ce qui est très intéressant, c'est de se projeter peut-être ce qui se passera à Durban. Quand on voit qu'il y a 19 candidatures, alors on faisait un petit compte dans la rédaction. Aujourd'hui, les BRICS, ça représente 3,2 milliards d'habitants.
PIB plus important que celui du G7, ça on l'a déjà signalé. Si vous ajoutez des pays aussi importants que l'Indonésie, l'Iran, l'Argentine, la Thaïlande, etc., c'est 900 millions d'habitants supplémentaires. On est au-delà des 4 milliards d'habitants, ça deviendrait la grande force géopolitique mondiale. Alors la grande force, je ne sais pas, en tout cas une force davantage structurée qu'hier, oui, ça devient de plus en plus net, de plus en plus évident. Mais vous avez raison de préciser le poids de la Chine là-dedans. Quand on regarde fondamentalement aujourd'hui la structuration des BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud, Chine, il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'unité stratégique, il n'y a pas de réelle unité diplomatique, il n'y a pas non plus pour l'instant, je dis bien pour l'instant, de réelle unité monétaire ou économique ou financière, même si on a, suite au voyage de Lula en Chine il y a une dizaine de jours maintenant, l'annonce de la création, dans le cadre de la Banque des BRICS, d'une monnaie qui serait davantage tournée vers du yuan, savoir la monnaie chinoise, contre du dollar. Et à la tête de cette agence-là, de cette direction, ce n'est autre que Dilma Rousseff, donc brésilienne, etc. Donc on voit bien ici l'ancienne présidente brésilienne. Bilatérales, voilà, les accointances en bilatéral, ici Chine-Brésil, et j'insiste, le poids de la Chine dans cette structure-là. Ce qui est intéressant de voir dans la liste très longue que vous avez décrite avec précision des 19 États sur les différents continents, c'est intéressant de voir comment la Chine pousse plus ou moins facilement un certain nombre d'États. Je pense notamment suite au rapprochement irano-saoudien, l'accélération, si je puis dire, les deux sont candidats. Voilà. L'accélération d'ici la fin deux frères ennemis, de la monarchie du Golfe saoudienne dans les BRICS, très poussée par la Chine. Quid de la situation aussi pour le Caire, pour l'Égypte, qui est à peu près dans la même situation dans la relation bilatérale avec l'Égypte. Idem pour un certain nombre d'États en Amérique latine, etc. Donc on a bien là à la fois le poids de la Chine au sein de cette organisation qui prend de l'ampleur et qui va s'élargir et qui donc, dans la fin de ma réflexion, va donc affaiblir ou en tout cas diluer les capacités économiques, les capacités diplomatiques russes. Et tout ça est accéléré avec la guerre en Ukraine finalement. Ce qui est intéressant aussi, Jean-Dominique Merchet, c'est que parmi cette liste de pays, beaucoup, à des échelles diverses, sont en profond désaccord avec l'Occident et son modèle. Ouais. C'est presque pour eux une façon de s'organiser à l'écart de l'Occident. Oui, mais ne surinterprétons pas ça. C'est-à-dire que dans ce que Quentin nous a très bien expliqué, il y a au moins deux niveaux différents. Il y a effectivement, on est aujourd'hui dans un monde où l'Occident n'a plus l'hégémonie. Nous avions l'hégémonie, les Occidentaux ont eu l'hégémonie sur le monde pendant 5 siècles, depuis le 15e siècle. On a dominé le monde entier. Il suffisait de regarder les cartes des colonies au 20e siècle pour voir comment ça se passait. Ça, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'en face de l'Occident se constitue un bloc qui sera un bloc occidental. C'est pas du tout ça qui se passe. C'est au contraire quelque chose de très multipolaire, de très éclaté. Chacun avance en fonction de ses intérêts. Parfois, leur intérêt, c'est d'être proche de l'Occident, parce que nous restons puissants et riches. Même si l'Occident ne domine plus, il reste quelque chose, on ne peut pas faire comme s'il n'était pas là. Les États-Unis imposent leurs normes dans le numérique, dans plein de choses. Bon. Mais chaque pays évolue et va passer des alliances opportunistes, contractuelles, temporaire. On voit par exemple le cas de l'Arabie Saoudite et de l'Iran. On voyait ces deux pays qui en étaient quasiment à se faire la guerre, qui se faisaient la guerre de manière indirecte, qui aujourd'hui se rapprochent. On verra combien de temps ça durera. L'Inde et la Chine sont toutes les deux membres des BRICS, mais ce sont des ennemis historiques. Et ça ne va pas s'arranger au fil des ans. Donc on voit bien que les choses sont de plus en plus compliqué parce que nous, occidentaux, nous avons l'habitude de réfléchir en termes de blocs ou de camps. Et cette logique qu'on voit à l'œuvre dans la guerre d'Ukraine, parce qu'effectivement, dans la guerre d'Ukraine, il y a effectivement 2 camps, mais 2 camps qui ne concernent que les Occidentaux et quelques pays qui soutiennent le Nicaragua, la Syrie, la Corée du Nord, qui soutiennent mordicus la Russie. Mais sinon, les autres regardent ça et jouent d'une manière assez fine et assez subtile. Donc c'est ce monde-là dans lequel on est en train de rentrer. C'est le monde dans lequel on va rester sans doute pendant peut-être au minimum des décennies, voire des siècles, parce que c'est la fin de l'hégémonie occidentale. Le multi-alignement, d'ailleurs, plutôt que de parler de non-alignement, oui, c'est peut-être... Multi-alignement, c'est plus juste que... C'est un joli mot.
on parlait au temps de la guerre froide. Au temps de la guerre froide, il y avait effectivement le bloc oriental, le bloc occidental et le bloc communiste. Mais au fond, le bloc communiste faisait partie de l'Occident. Le communisme, c'est une invention de l'Occident. Marx, c'était Marx et Engels. Par capillarité. Voilà, c'est une invention de l'Occident. C'était deux blocs produits par l'Occident. Et puis, il y avait le reste du monde. On parlait de tiers-monde. Le tiers-monde, c'était le troisième monde, comme il y avait le tiers-État, les nobles, les religieux, et voilà. Et on parlait effectivement de mouvement des non-alignés. Aujourd'hui, vous avez raison, on est plus dans un multi-alignement que dans un non-alignement. Il y a un autre signe, et Quentin Bérichel est resté dans les parages pour nous en parler. Autre signe que la voix occidentale n'est plus la seule qui porte dans le monde, même si on sait que la voix russe non plus, c'est le sport. Et ça, c'est intéressant, puisque il y a un choix presque forcé qui a été fait au moment des mondiaux de judo, qui sont sans doute annonciateurs de ce qui va se passer à l'horizon des JO de Paris 2024. Ah oui, Emmanuel, puisque la Fédération ukrainienne de judo a annoncé hier que ces judokas ne participeront pas au prochain championnat du monde dans une semaine maintenant. Ça se déroulera la semaine prochaine au Qatar. Les athlètes ukrainiens protestent contre la décision de la Fédération internationale de judo de réintégrer les Russes dans les tournois internationaux, à condition qu'ils concourent sous une bannière neutre. Alors, de nombreuses fédérations sportives internationales avaient déjà décidé de le faire précédemment, mais rappelons que le CIO, notamment, n'a toujours pas rendu sa décision sur la participation des Russes et des Biélorusses aux prochains Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci beaucoup, Quentin. Vera Grantseva, c'est intéressant parce que le CIO semble malgré tout pencher vers une voie médiane, c'est-à-dire oui, les Russes et les Biélorusses peuvent venir sous bannière neutre et à condition de ne pas avoir activement soutenu le conflit. Ça n'est pas ce que souhaitent à la fois l'Ukraine et les États-Unis. C'est intéressant. C'est une question effectivement assez compliquée parce que pour les athlètes, c'est leur vie. En fait, ils se préparent tout le temps pour participer dans les compétitions internationales et aux Jeux Olympiques. Et dans ce sens, les athlètes russes et biélorusses, à mon avis, ils sont un peu les otages des régimes où ils travaillent. Voilà, ils avaient la chance de naître parce qu'en Russie, bon, à mon avis, en Biélorussie, c'est la même chose, mais en Russie, le sport est complètement étatique. C'est juste, il y a quelques sphères, par exemple comme tennis, qui est moins étatique, mais sinon, les autres fédérations de sport, elles sont financées par l'État, elles sont presque dirigées par l'État. Et dans beaucoup de pays. On pourrait dire qu'en France, par exemple, il y a aussi un appareil d'État important. Aux États-Unis, non. En fait, ça fonctionne différemment. Donc il y a les autres modèles, voilà. Et en Russie, même il y a certains clubs sportifs qui sont dedans. L'armée russe, en fait, les athlètes portent, les joueurs de hockey, par exemple, portent l'uniforme de l'armée. Donc on ne peut pas les voir complètement neutres dans ce sens parce qu'ils sont financés et contrôlés par l'État. Même en fait, en France, il y a l'autre attitude, à mon avis, envers l'argent d'État. Si tu es financé par l'État, tu n'es pas contrôlé par l'État, il n'y a pas de censure. En Russie, c'est le cas. Donc malheureusement, ils sont un peu les otages et ici, il faut, à mon avis, juger cas par cas. Alors, la question, en tout cas, qui est posée, Joséphine Staron, je vais faire un tour de table parce qu'elle est fondamentale et elle va monter au fil du temps. C'est, doit-on bannir des athlètes ? Ce serait une première dans l'histoire des Jeux Olympiques, au motif qu'ils sont nés en Russie ou qu'ils sont nés en Biélorussie. C'est une vraie question importante. Il y a eu des pays qui ont boycotté des Jeux pour des raisons géopolitiques, on s'en souvient très bien. Il y a eu des histoires de dopage qui ont mené au bannissement de certaines délégations. Ce cas de figure-là, on ne l'a jamais connu. Non, et ce serait un précédent qui aurait de lourdes conséquences, ça c'est évident. La difficulté, c'est que dans ce type de conflit, le sport, comme toutes les autres sphères de la culture, on va dire, sont manipulées. Que ce soit par les États, que ce soit par... enfin, c'est souvent par les États, d'ailleurs. En tout cas, dans ce cas de figure concret, ce serait le cas. Mais c'est dommage à plusieurs titres. Déjà, pour la pratique en elle-même du sport. Et puis, comme vous disiez, les athlètes n'ont rien demandé. Donc ce serait dommageable pour ces individus-là, mais c'est aussi dommage du point de vue du soft power des États, parce que rappelons quand même que les grandes compétitions sportives, c'est aussi des moments pour les États de diffuser leur message, de diffuser leur culture. Alors ce qu'on aimerait empêcher, c'est que les Russes puissent le faire dans le cadre de ces compétitions internationales, mais si demain on est dans un autre
conflit, qu'on n'a pas les mêmes intérêts, qu'on n'a pas, qu'on n'a pas forcément dans le même rapport de force, eh bien, qui dit que ce sera vu comme aussi légitime de la part des Occidentaux? Donc en fait, voilà, c'est la question, est-ce qu'on veut créer un précédent ou pas? Alors, pour conclure là-dessus, Jean-Dominique Merchet, on voit que beaucoup de fédérations reviennent un petit peu en arrière et autorisent les Russes. Hein. J'ai pas d'opinion sur le fond, mais ce que je vois, c'est les JO, les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. On ne peut pas imaginer que les Ukrainiens ne soient pas là, par exemple. Donc, et c'est aux Ukrainiens de décider. C'est aux Ukrainiens, c'est eux qui vont décider. C'est-à-dire que s'ils considèrent... Et s'ils font comme sur les mondiaux de judo, c'est-à-dire nous ne venons pas s'il y a des Russes. Oui, on sera contraint de prendre une décision parce qu'il est inimaginable que les JO de Paris se tiennent sans les Ukrainiens. Ce serait politiquement... Mais c'est la fin de l'esprit de Coubertin. Là, pour le coup, c'est la fin de l'esprit de Coubertin, qui disait ça doit être ouvert absolument. Bien sûr que ça doit être ouvert, toujours. Mais il y a eu des boycotts. Des Jeux Olympiques ont été boycottés. Les Américains ont boycotté les Jeux Olympiques de Moscou. Des boycotts. En effet, pas des exclusions pas des exclusions, mais sauf pour dopage, bien sûr. D'une certaine manière, nous sommes un peu, les organisateurs de ces compétitions et des Jeux Olympiques de Paris vont être un peu dans la situation, vont être un peu les otages de la décision ukrainienne. Si les Ukrainiens disent, il est hors de question que nous voyons un Russe ou un Biélorusse au JO, s'ils viennent, nous venons pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait les Jeux Olympiques sans les Ukrainiens. Qui va assumer cette décision? Personne. Donc on sera coincé. Donc c'est vrai qu'il vaudrait mieux anticiper ça intelligemment, mais c'est compliqué. Tout petit mot pour conclure là-dessus, Emmanuel Véron. Non, je suis pleinement d'accord avec Jean-Dominique Merchet. Là, on est face à un cas qui est complètement inédit. Enfin, ça sera un précédent. Je pense que le CIO, s'il n'a toujours pas manifesté d'éléments sur le sujet, c'est qu'ils sont juridiquement en train de regarder ça de très près.